Bien. Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Merci d'être au rendez-vous. Merci à tous ceux également au rendez-vous qui sont là présentement. Merci à tous ceux également qui seront au rendez-vous plus tard. Et merci aussi à tous ceux qui ne seront pas au rendez-vous, parce qu'on pense aussi à eux. Et, euh, et j'ai vraiment une grande fierté aujourd'hui et un grand plaisir. Et d'ailleurs, je l'aurai avec les gens que je vais inviter, parce que je vais inviter que des gens que j'apprécie. D'inviter Jonathan, un Mulhousien aussi, Alsacien. L'Alsace est résiliente, encore un exemple. L'Alsace est ambitieuse et l'ose l'être, même dans les temps les plus compliqués. Jonathan, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années. Je pourrais pas restituer combien de temps, mais ça fait une paire d'années. Je vivais encore en France, donc ça date. Peut-être 2010-2012. 2000. Ouais, même avant, ouais. Voilà. Tu lançais un précédent business pour finalement te repositionner dans une nouvelle activité et tu as lancé celle que tu diriges aujourd'hui, dirige et développe talentueusement. Innovivent. Donc je vais encore une fois bienvenue. Merci d'être là, de nous accorder un peu de ton temps et de nous partager ce que tu vas nous partager. Salut Jérôme. Il y a pas mal d'Alsaciens là qui ont pris l'habitude de venir. Je les salue. Il y a aussi des Marseillais. Il y a pas mal de Marseillais. Est-ce que les Marseillais sont là? Je ne sais pas. On verra. Jonathan, bienvenue. Merci d'être là. Euh, c'est la guerre. C'est la guerre, ouais. Merci Laurent de m'avoir proposé d'intervenir. Je suis quelqu'un qui te suit. Alors, pour la petite anecdote, ça fait depuis 2008 qu'on se connaît. Et j'ai un peu l'impression qu'en fait, en 2008, tu étais en Alsace et on travaillait pas ensemble. Et il a fallu que tu partes pour que on puisse se réunir et se synchroniser, quoi. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à une histoire d'amour. Et on fera les conclusions qu'on veut, mais il a fallu que tu partes et qu'on puisse se retrouver. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et moi, je suis super content de pouvoir travailler avec toi à distance. Et on voit bien en plus que avec tout ce qui se passe actuellement, où on est tous confinés, le travail à distance, ben c'est possible qu'on soit dans le quartier d'à côté, dans le pays juste voisin, ou même sur un autre continent, quoi. Ouais, la preuve. On essaie modestement à notre niveau de prouver que c'est possible maintenant depuis quelques années. Ceux qui me suivent savent que j'ai changé quelques fois de pays ces dernières années pour revenir depuis quelques mois à Tanger. Alors, raconte-nous un petit peu la genèse d'Innovivent. J'étais à l'époque précédemment dans l'affichage dynamique et finalement tu as décidé de te lancer dans une nouvelle activité. Qu'est-ce qui a été la source de cette idée et quand est venue l'idée de développer un réseau? Donc moi, je suis à la base, j'ai travaillé dans la publicité. Je vendais de la publicité à la radio pour un groupe de radio indépendant local en Alsace. Et je me suis fait un portefeuille de contacts. Et je suis un commercial relationnel, dans le sens où même si on ne fait pas affaire ensemble, je fais ce métier parce que je veux créer du lien. Et du coup, j'ai gardé contact avec plein de gens quand j'étais dans la radio. Et même si on n'a jamais travaillé ensemble, c'était toujours agréable de s'entendre. Et créer du lien, ben, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Et aujourd'hui, l'événementiel en soi, c'est créer du lien, c'est mettre les gens en relation, c'est offrir de la bonne humeur et des bons moments à certaines personnes, c'est aider les gens à transmettre un message, c'est générer donc, du coup, ça correspondait clairement à ma philosophie de vie, quoi. Et je me suis rendu compte que
l'événementiel va accompagner aussi la reprise de l'activité, le côté rebond que tu évoques souvent dans tes webinaires. Et nous, on sera là aussi pour marquer le coup, avoir des symboles. Et on va utiliser l'événementiel pour avancer et aller de l'avant, quoi. Donc, je pense que notre métier a été touché en premier parce qu'on avait eu des interdictions de rassemblement de 100 personnes, de 50 personnes avant qu'il y ait le confinement. En plus, moi, je suis d'Alsace, donc du coup, j'ai été encore touché avant les autres parce que le confinement était un peu plus tôt que les autres régions. Mais le fait d'être un chef d'entreprise, ça fait maintenant 13 ans que je suis chef d'entreprise, ça nous a toujours amené à avoir ce grain de folie qui nous permet en fait d'avancer même dans le noir, même si on ne sait pas en fait où on va. Et ben du coup, on a quand même la folie, le grain de folie qui fait que on va faire 10 000 hypothèses et quand même aller au front. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je ne suis pas déguisé mais costumé. C'est parce que ça a été aussi pour moi un moment où j'ai entendu notre président parler. Et c'est vrai que le mode commando, le mode état-major, ce sont des mots qui, moi, m'ont parlé. Et quand je suis face à l'adversité, quand je suis… donc ça, c'est mon côté chef d'entreprise, c'est venu avec le temps. Hein, mais on est prêt à se retrousser les manches. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai réussi à bien entourer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a 10 ans, parce que l'entreprise événementielle, elle fait ses 10 ans. Tu as démarré sur Mulhouse. Voilà, sur Mulhouse. Et aujourd'hui, combien d'agences en France? Alors, on est 32 agences. On est en train d'en ouvrir 2 aujourd'hui à Nîmes et à Brest. Et donc l'expansion continue. Elle ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui, comme je disais, pour revenir bien au départ, j'étais tout seul, je travaillais tout seul de chez moi la première année. Je ne connaissais rien à ce métier, je suis autodidacte. Donc, on ne connaît rien à l'avenir. Mais du coup, en étant observateur et en s'entourant des bonnes personnes, on peut facilement continuer à être en mode laboratoire et après ensuite développer une activité. Ça a été mon cas. J'ai été en mode laboratoire pendant 3 ans où j'ai fait d'événementiel de tout type, autant pour les particuliers, autant pour les professionnels, des demandes en mariage, des enterrements de vie de célibataire, vraiment de tout. Mais au bout des 3 ans que j'avais fait toutes mes analyses comme un scientifique, j'ai pu définir mon modèle économique et recentrer mon activité sur des problématiques que je rencontrais au quotidien. Le fait de ne pas trouver les prestataires avec qui travailler, les partenaires, le fait de chercher toujours des nouvelles idées, le fait d'avoir de la créativité ou des références clients que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Tout ça, ça m'a permis de créer un modèle, le modèle Innov Events, qui est donc maintenant une franchise. Et je suis accompagné avec un directeur général, je pense, qui est connecté, qui s'appelle Gérald de Sisti, qui m'aide. Moi, je suis un peu le farfelu de l'équipe. Je donne et lui, il est là pour définir les priorités et les mettre, bien les structurer. Mais donc, du coup, je me suis entouré de certaines personnes qui sont des gens de qualité, des gens bienveillants. On a travaillé autour de valeurs, d'ADN. La bienveillance en fait partie, le partage. Et aujourd'hui, cette petite entreprise que j'ai créée à Mulhouse, où j'étais tout seul il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a 80 collaborateurs, 32 agences. Et ce sont des agences qui sont donc tous des indépendants. Ils ont choisi donc de travailler en franchise avec nous ou en succursale, mais principalement des franchises. Et en fait, on a déjà été innovant dans notre manière de réfléchir et notre manière d'approcher notre marché, parce que tous nos concurrents étaient en mode pyramidal, en mode agence classique avec toutes les strates et tout le poids que ça représente. Et aujourd'hui, on voit que notre modèle est un modèle agile, flexible, que on a bien sélectionné les gens qui sont rentrés dans le réseau, et ce sont des gens qui ont amené chacun leurs compétences, leur envie. Et je prends souvent l'exemple du vélo, où dans le vélo, quand on a un peloton, il y a des gens qui vont tirer le peloton. Et en fait, je ne suis pas toujours devant. Ce sont les autres, les membres de mon équipe, les membres des équipes, même des gens qui sont dans le sud, dans le nord de France, qui vont au bout d'un moment tirer le peloton, et on va pouvoir se ranger derrière eux. Ils vont proposer des choses, ils vont tester des choses en local avant que ce soit mis en place pour les autres.
Et c'est quelque chose qui est quand même assez rapide parce que en 7 ans, voilà, c'est 32 agences en France et on est le premier réseau d'agences événementielles. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, je trouve ça magnifique. Humainement, c'est une belle aventure. Et je vois déjà, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, que aujourd'hui, le côté, la culture de l'intelligence collective, ça amène énormément dans l'angoisse où on était en début de confinement et aujourd'hui dans les solutions qu'on a mis dans notre réseau. C'est-à-dire que la priorité qu'on a eue dans notre attitude face à la situation, c'était d'abord de dire, OK, on réunit tout le monde, on fait un état-major, on se met en mode réflexion et on commence à lister toutes les idées, tout ce qu'on pourrait imaginer, les hypothèses du futur, mais aussi la gestion du quotidien, parce que il y a une semaine ou 2 semaines, eh ben, on n'était pas du tout dans la même philosophie qu'aujourd'hui. On se réinvente tous les jours. C'est pour ça que je parle d'agilité. C'est que tous les jours, il faut qu'on puisse. Ouais, c'est une notion que j'aborde quotidiennement aussi. Et du coup, je pense que personnellement, chacun réagit différemment. Mais moi, j'ai réagi en fonction de mes intuitions. Et moi, mes intuitions sont guidées par le côté management par l'exemple. Et moi, je sais que j'ai réagi face à cette situation parce que j'ai besoin de dire, OK, il y a des gens qui comptent sur toi, il faut que tu sois dans l'exemplarité. Et moi, c'est ma manière de gérer mes équipes, que ce soit en local, en Alsace ou au niveau national. Et je pense que c'est ça qui fait que ça m'a donné mes intuitions sur comment j'allais réagir face à la situation. Et c'est pour ça qu'il fallait d'abord faire de l'intelligence collective et regrouper les infos, les idées. Après, avec l'équipe du siège dans notre entreprise, on a bien sûr priorisé, hiérarchisé, mis des nombres d'heures de travail en fonction de ça. Et là-dessus, tu avais très bien intervenu sur le côté gestion des workflows, ce que tu appelles les workflows, donc vraiment avoir une notion projet sur ce qu'on fait, ne pas simplement donner une idée et la noter dans un fichier, vraiment la travailler en rétro-planning. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, dans notre métier, l'événementiel, est assez naturel. Mais pour les gens qui ne font pas dans ce métier, je les encourage vraiment à avoir un mode projet. Que tu as des outils pour ça, pour aider les gens, quoi. Donc voilà, on a d'abord eu ce constat-là. Ensuite, comme je disais, on est en mode sans plan, c'est l'échec assuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas y aller au talent. Hein. On ne va pas se dire, allez, on attend 2 semaines et on va y aller au talent et ça va suffire. Non, pas du tout. Donc, l'autodiscipline, c'était très important. Je pense que beaucoup encore pensent qu'il suffira de redémarrer pour que ça redémarre. J'ai des clients que j'ai eu au téléphone hier, avant-hier, et ils me disent non, mais on fait le dos rond et on va ressortir sans problème. Et je vous dis qu'en fait, on réfléchit avec notre instinct. C'est-à-dire, notre instinct, il est guidé par notre expérience, par ce qui nous guide, nos valeurs, et chacun va réagir différemment face à la situation. On l'a vu déjà en interne, nous, dans notre société. On a vu des gens qui ont carrément baissé les bras. On a vu des gens qui étaient plutôt moteurs, qui ont repris les éléments plus forts. Donc, du coup, c'est normal. Personne ne sera mis de côté. On va avancer en groupe. Mais il y a vraiment cet effet de vélo. Je donne vraiment cette image de dire, OK, c'est pas grave. C'est normal que tous les jours, on soit pas au top. Si vous n'êtes pas au top, vous vous rangez derrière quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un collaborateur, un actionnaire, un copain, un partenaire, sa femme, vous avez chacun, on a tous nos mentors autour de nous. Et donc, du coup, c'est vraiment important de pouvoir compter sur une équipe, être entouré. Et moi, en tout cas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous et en mode, j'ai beaucoup de force à vous donner, de l'énergie, parce que moi, on m'en donne aussi à moi tous les jours. Donc, c'est normal aussi d'avoir ce côté, on donne et on reçoit en échange. Hein. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que sans plan, c'est l'échec assuré. Donc, du coup, nous, ce qui est clair, c'est que l'événementiel… Qu'est-ce que vous imaginez, vous, comme perspective, comme justement, c'est le plan à votre niveau? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on va imaginer de diminuer par 2 notre chiffre d'affaires, mais le succès, c'est pas d'essayer de chercher et faire plus de chiffre d'affaires quand il n'y en a pas. Ça va être de garder le même niveau de marge. Si on est avec je l'évoquais aussi, je sais plus si c'est hier dans une précédente. C'est vraiment l'enjeu, la marge. L'enjeu,
d'affaires 200 000 euros, c'est pas ça qui est important. Il va te dire, c'est la marge, c'est ce qui va me permettre de mettre de côté, de faire du développement, ou de payer ma maison, de me faire plaisir si je veux partir en voyage, faire un tour du monde, etc. Et donc, du coup, notre ambition dans notre réseau, c'est pas de chercher à faire du chiffre d'affaires, c'est de chercher à maintenir notre niveau de marge. Et c'est aussi sur ça que moi, je souhaite intervenir aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu qu'il y a plein de choses qui se disent, il y a très peu de choses très concrètes. Et moi, je vais vous donner là, j'en ai 5, 6 à vous donner, qui sont des éléments très concrets que nous, on a mis en place dans notre société et qui nous guident et qui peut être transposable dans n'importe quelle activité de quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, quoi. Du coup, le contexte de sortie de crise, on le voit en mode marché hyper agressif. Tous nos concurrents, toutes les personnes qui ne faisaient même pas de l'événementiel, peut-être qui étaient juste des bookers de salles ou de la billetterie, etc., on se dit, OK, ce sont des gens qui vont aller sur mon marché et qui vont peut-être proposer de l'organisation d'événements. Donc déjà, on part du principe, et toi tu le disais bien, c'était optimiste, non, réaliste, pessimiste, non, c'est quoi ce que tu dis? Non, l'optimiste réaliste. Optimiste, réaliste. Et bien, du coup, toujours dans ce cas-là, je préfère me dire que le marché sera agressif, me préparer à ça, et bien sûr, être agréablement étonné, quoi. Donc, du coup, hyper agressif, on va avoir des concurrents qui vont peut-être descendre les prix pour remplir le carnet de commandes. On a peut-être des gens qui vont se mettre sur notre marché alors qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à maintenant. Donc, du coup, c'est clair que face à ça, on doit se positionner. Déjà, le carburant d'une entreprise, c'est quoi? Ce sont les collaborateurs. Donc, du coup, il faut à tout prix que nos collaborateurs, déjà nous en interne, soient prêts psychologiquement. Donc, il y a un accompagnement qui est fait. Nous, on maintient le contact tous les jours avec nos équipes et ce sera même le cas après le confinement. C'est-à-dire que même lors du rebond, lors de la reprise, ce que vous voulez, tous les gars de notre entreprise seront suivis et seront accompagnés. Si jamais il n'y a rien à dire, c'est pas grave. On se salue humainement. On est une relation de travail. D'abord, c'est une relation humaine. Donc, on peut faire un apéro digital, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, on reste connecté et il faut qu'il y ait toujours une porte ouverte, une fenêtre, un trou de serrure disponible, juste pour faire passer un petit message. Mais si on traite ce message qui souvent est très important, une angoisse, une peur, un stress, un manque de confiance en soi, et ben c'est important qu'on puisse être solidaire et échanger ensemble pour avancer, même si on ne trouve pas de solution, mais c'est au moins important d'avoir l'oreille attentive et d'être dans la compréhension, quoi. Donc ça, c'est quelque chose déjà très concret, c'est de dire avec vos équipes, avec vos partenaires, des gens de l'interne externe, soyez en contact vraiment de manière régulière parce que on est en mode agile, ça se transforme tous les jours on a des nouvelles informations, ça va pas arrêter, ça va rester comme ça pendant un certain temps où il y aura une grande évolution, mais très rapide, qui va se passer tous les jours, il y aura de l'actualité. Donc, du coup, vous avez besoin que votre carburant d'entreprise soit de bonne qualité et soit prêt à être agile quand il faut appuyer sur le bouton Start, quoi. La deuxième chose que je me suis notée, c'est apporter une valeur ajoutée à vos clients. Pour cela, on va développer encore plus la culture des clients qui va passer par une prise de contact systématique avec toute notre base de données. Pour amener de la valeur ajoutée, c'est-à-dire ne pas forcément être un preneur de commandes, ça, tout le monde est capable de le faire. Un site internet, un robot peut le faire. C'est la culture du client. Du coup, ça veut dire que ça va être un gros travail de prise de contact. Alors, des contacts téléphoniques, rendez-vous physiques, un mail. Chacun choisit son mode en fonction de la quantité de travail, de l'importance du sujet. Mais en tout cas, il va falloir redécouvrir les envies et les besoins de vos clients qui vont être différents. C'est certain, ça va prendre… Repasser par la phase découverte. Important, c'est concret, c'est tous les commerciaux doivent contacter les clients, de se mettre à la place, l'empathie. De toute façon, si tu n'es pas commercial, si tu n'as pas d'empathie. Donc, mets-toi à la place de ton client, découvre avec lui, redéfinis ses besoins et ses problématiques et amène-lui une valeur ajoutée, apporte-lui des solutions.
Et ça, Laurent, tu es le premier à le faire quand es un architecte, tu n'es pas un commercial. Tu construis les projets, tu amènes une valeur ajoutée et c'est ce qui fait ta force dans nos relations commerciales. Il n'y a pas que avec moi, mais avec tous les clients avec qui tu as, quoi. Merci. Alors, a priori, Troisième, Jonathan, ta connexion est un petit peu faiblarde là par moment. Donc, on t'entend toujours. La vidéo a juste été automatiquement désactivée le temps que ta connexion se rétablisse proprement. Mais on t'entend. merci, pas de problème. Je suis dans un village, j'ai pas de fibre, mais Eh j'arrive oui, quand même mais à me oui, connecter. mais oui, mais j'ai beaucoup de compassion et on pourra en parler tout à l'heure parce que le confinement, tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions et c'est aussi une problématique, hein. Vous savez que tout ce que moi, c'est des sujets qui me révoltent ici au Maroc. Quand ils ont lancé la 4G, je vais lancer un mouvement 4G Maroc pour inciter les opérateurs à ce qu'ils considèrent aussi les petits villages et pas que les zones à forte densité urbaine. Bon ben voilà la conséquence, hein, c'est les mêmes opérateurs, hein, Orange Maroc, Orange France. Te voilà de retour, c'est magique. Tu vois, ils nous ont entendus. Ils ont compris qu'il fallait mettre un peu plus de débit sur ton secteur. Du coup, troisième élément que je me suis noté, c'est réfléchir à comment garder sa marge, donc en faisant moins de chiffre d'affaires. Nous, on opte pour une série de formations qui vont nous permettre d'internaliser des services. Donc, on réfléchit à notre structure. Et ça va prendre du temps, mais on va commencer à internaliser des choses qui avant étaient externalisées pour rentrer de la marge. Une fois que l'investissement est couvert, on va augmenter notre marge. Et on va passer par la formation, mais on va aussi peut-être passer par d'autres solutions, c'est élargir la zone de chalandise. On peut aussi chercher à travailler sur des secteurs où on n'était pas présent. Si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront. Dites-vous ça toujours et ça va vous motiver. Vous inquiétez pas, un gros coup de pied au cul pour aller chercher ce que les autres iraient chercher si vous ne le faites pas, quoi. Donc, ça passe par plein d'axes. Il y a des agences événementielles dans notre réseau qui vont peut-être investir dans un lieu pour acheter, pour faire des événements là-bas. Peut-être qu'on va, jusqu'à maintenant, on faisait chaque fois des événements différents avec une décoration différente. J'ai peut-être un collectif de clients qui vont se dire, tiens, à Noël, je vais mettre en place une déco pour tout le mois et les clients vont venir l'une après l'autre et vont bénéficier de l'effet volume, boule de neige et payer moins cher. Donc, C'est ça va peut-être ce que j'abordais hier, il me semble, le mutualisme. Hein, regrouper ses efforts. Alors, j'avais donné un exemple dans l'achat d'espaces publicitaires, mais là, tu confirmes que ça peut se faire dans d'autres démarches et peut-être même que c'est aussi un moyen de capter le client en lui proposant la démarche, en disant on veut regrouper un certain nombre de clients, d'entreprises, mutualiser des achats. C'est peut-être aussi un axe de prospection, voilà, de fidélisation de clients. C'est très intéressant ce que tu dis, Jonathan. Merci, merci dans, pour tout- ce partage. dans tous les cas, avec pédagogie, tu peux faire passer ce que tu veux. Quand tu expliques à ton client les avantages qu'il va obtenir en se mettant en mode collectif, en achetant en groupe, en déployant des énergies ensemble, si tu leur expliques leur intérêt et que ils comprennent que tu le fasses bien, moi je vois pas de problème et ça peut toucher l'énergétique, l'événementiel, la communication, la boulangerie. Il n'y a aucune limite à ce niveau de réflexion, quoi. En Alors, tout je cas, vais, c'est un élément qu'on rentre nous dans notre stratégie. alors, je vais me permettre juste une petite parenthèse, Jonathan, parce que ce que tu évoques, merci pour ton partage. À mes yeux, c'est très précieux. J'espère que ça va inspirer ceux qui nous écoutent ou vont nous écouter, nous regarder. Ça me fait penser à deux choses. Un, c'est une belle introduction avec ce que je vais évoquer tout à l'heure quand je parle d'offres packagées, parce que l'offre packagée, elle peut aussi se baser et être construite sur une démarche de mutualisation, mais non pas contrainte, où ce sont les clients qui viennent vous voir en disant bon ben on est plusieurs, on a décidé finalement on fait plus chacun dans notre coin, on va faire ensemble, où c'est vous êtes force de proposition et vous offrez l'opportunité de se mutualiser euh, au-delà des associations de commerçants, etc., parce que dans certains secteurs, on peut se mutualiser sans être adhérent à ce type d'association.
sans avoir de démarche commune. Et le deuxième sujet, ça me fait penser à l'époque où j'étais DJ. Peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai eu une vie de DJ. Et à l'époque, ben, je créais des concepts de soirée. Il y avait quelques agences en France qui proposaient des kits soirée avec le flyer, l'affiche, la déco et éventuellement des accessoires, les petits jingles. Et en fait, j'expérimentais les concepts dans la boîte où je bossais et je bossais avec une agence qui, derrière, les revendait à d'autres. Et en fait, c'était aussi une démarche de mutualisation où certains clubs n'avaient pas les moyens de monter eux-mêmes, d'acheter des flyers, d'imprimer des flyers, et de mutualiser permettait à chacun, d'y avoir accès à des budgets moindres. Je referme la parenthèse, Jonathan. Encore 3 points, je vais être rapide. Vas-y, prends ton temps. C'est très intéressant, moi ça m'inspire. C'est concret, c'est concret. Assurer nos positions stratégiques pour la suite. On va chercher à reconfirmer avec nos partenaires qui vont aussi se faire, bien sûr, attendrir peut-être par la concurrence. Mais donc, important de reconfirmer avec eux l'engagement de collaboration. Ce sont des partenaires stratégiques, donc il faut profiter de l'élan solidaire et tout ce qui se passe en ce moment. Il faut surfer dessus pour contacter vos interlocuteurs. Il y en a même certains qui sont intouchables, qui jusqu'à maintenant vous disaient toujours non, 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 pas besoin de se voir, je travaille déjà avec quelqu'un. Mais non, en fait, ils vont peut-être vous recevoir juste pour alimenter leur propre réflexion. Et vous allez peut-être choper des marchés grâce à ça parce que vous allez leur ramener une vision, la vôtre, et vous n'aviez pas le crachoir, on ne vous donnait pas la permission d'avoir rendez-vous avec eux. Mais eux, ils vont peut-être l'accepter parce que maintenant, ils se remettent en cause, ils se remettent en question. Peut-être qu'ils partent du principe qu'ils ne vont pas travailler avec vous, mais ils veulent juste vous entendre. Et c'est là où vous avez l'opportunité d'aller chercher une position stratégique que vous n'aviez pas avant parce que vous êtes fort et vous êtes bon et que vous allez dans un sens et que vous allez peut-être, grâce à ça, chercher à avoir des gens qui vont suivre votre avis, en tout cas, qui vont apprécier le fait d'échanger avec vous. Et c'est un élément qui est très concret et qui doit être fait assez rapidement dès qu'on est en sortie de crise. Autre point que j'ai noté, revoir la forme de distribution de nos services. On entend beaucoup l'axe probable qui sera entrepris, c'est consommer local, privilégier le circuit court. C'est justement notre stratégie. Nous, Innovevents, depuis le début, on positionne 32 agences chaque fois dans des départements différents. Donc nous, on avait déjà compris ce côté-là, éviter le CO2, éviter de contacter une agence qui fait kilomètres pour travailler avec vous, ça n'a pas d'intérêt. Si vous avez la matière grise disponible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les webcams, etc., et tout ce qui se fait en documents partagés, la matière grise, on le voit bien, Laurent, là, il n'est pas à côté de nous, il n'est même pas en France. Par contre, on bénéficie de sa matière grise. Et donc, du coup, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser notre circuit de distribution. Déjà, nous-mêmes, alors qu'on est présent en région, on réfléchit encore à comment on peut être encore plus proche de nos clients et on va redéfinir notre mode de distribution pour qu'on soit en adéquation avec le marché, ce que nous demande le marché. Et donc, soyez bien à l'écoute des signaux faibles autour de vous, parce que ces signaux vous indiquent aussi comment vous allez vous développer et quel est le circuit de distribution que vous allez choisir. Le dernier élément que je me suis noté qui est très concret, c'est répondre à des problématiques internes. Je me suis noté une problématique hier soir, comment accoucher plus rapidement d'idées pour un de nos clients et qu'elles soient bonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients nous disent, voilà, tu as 48 heures pour bosser sur un dossier, je veux que tu te donnes à fond et qu'en plus, ce que tu me proposes, ce soit faisable. OK, ben ça, c'est une problématique concrète. Et quand je dis accoucher d'une idée, c'est vraiment ça, quoi. Tu as 24 heures, en plus tu procrastines, il t'en reste plus que 10 ou 2. Donc du coup, il faut être bon. Et c'est une problématique pour nous dans notre milieu, dans notre marché. Et du coup, quand je dis accoucher, c'est a-t-on une sage-femme dans l'équipe? A-t-on un process? Est-ce qu'on a des modèles qui existent? Voilà, non, on n'en a pas. Et il faut qu'on utilise ce qui se passe pour réinventer et avoir une forme d'entreprise qui soit prête à se modeler. Un peu ce que je me suis noté, j'espère que ça a été utile à certaines personnes. Alors, en tout cas, ça m'a fait du bien. C'est très utile. C'est très utile.
Merci Jonathan. Et c'est une très belle introduction pour ce que je vais aborder aujourd'hui. Et je te l'ai dit, on s'est calé un apéro virtuel semaine prochaine. J'ai quelques idées à te partager. Ce que j'aime bien, et c'est ce que j'entamerai dans dans les prochaines sessions. Et si, et si j'étais commercial dans tel secteur d'activité, et si j'étais chef d'entreprise dans ce secteur d'activité, en fait, je vais me mettre en situation et vous partager ce que j'imagine. Merci Jonathan, c'est très précieux. C'est ce que je te disais en préambule quand on était tous les deux avant de démarrer. C'est ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que je te regarde avec de grands yeux, même si je sais que j'ai des grands yeux derrière mes lunettes d'hypermétrope et d'astigmate, mais je te regarde de mes deux grands yeux. J'ai toujours très grand plaisir à t'écouter et t'observer. Je t'observe même quand on n'échange pas, je vois tes posts, tes attitudes. Je t'observe aussi dans la manière dont notre relation évolue. Et j'ai toujours grand plaisir. Voilà, je suis content de partager avec toi tes équipes. Les chiens ne prennent pas avec les chats. Ouais. Je sais pas, on pourrait demander à ma sœur qui est éducatrice canine, peut-être qu'il y a des exceptions, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je pense que tu es une belle illustration, démonstration que ce que je propose dans cette démarche, d'être dans l'action, tout en sachant que probablement on fera des erreurs, mais c'est pas grave parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et que on y met l'intention dans nos actes. On a envie, on essaie aussi de se préparer au pire sans pour autant souhaiter le pire. Et si le meilleur arrive, bah, tant mieux. On en profitera d'autant plus prendre conscience aussi. Ce que j'entends à travers tout ce que tu dis, c'est que c'est une opportunité unique pour un entrepreneur. Euh, tu as parlé tout à l'heure, je parlais hier de la graine, tu l'as aussi évoqué. Cette graine, on a tous des moments de doute, on a tous des moments de questionnement, mais cette graine finit toujours par nous impulser l'énergie qui nous permet de transformer ça en quelque chose de concret et qui nous pousse à aller de l'avant et à construire, quoi, à être capable de faire face à l'adversité, à l'imprévisible, quel qu'il soit. Voilà. Merci Jonathan. À bientôt. Moi, j'ai kiffé et j'espère que tous ceux qui sont avec nous là et qui vont l'être plus tard ont kiffé. Et puis pour les autres, ils ont eu tort de pas être là. Voilà. Sur ce, les amis, vous connaissez le rituel. Je vais vous partager mon écran. On va faire une rapide revue de presse, quelques articles que j'ai relevés et vous partager mon analyse. Ensuite, la pensée du jour. Où est-ce qu'il est, mon sommaire? La pensée du jour. Comment ne pas s'isoler? Voilà, un exemple, c'est de se retrouver là et d'échanger. L'état d'esprit, oser choisir ses clients, même en période de cataclysme économique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus important que jamais. Action imaginée, on abordera comment imaginer des offres packagées. Ça viendra prolonger ce que Jonathan a évoqué et introduire aussi, je vais vous partager comment moi, concrètement, je fonctionne, montrer quelques documents depuis très longtemps et ce qui permet facilement de pouvoir piloter à la marge. Je l'évoquais hier, l'enjeu, ça va être de générer la marge nécessaire à être rentable et le plus rapidement possible. Et pour ça, avoir des offres packagées et non pas faire systématiquement du sur-mesure, c'est, à mon avis, une bonne solution. Donc, je vous partage mon écran, action, activer, hop, voilà.
Excusez-moi, ça vient. Hop, partager. Et vous l'avez. Revue de presse à ma façon. Tout d'abord, j'aimerais juste vous soumettre cet article à Londres, un hôpital de campagne de 4000 lits. Bon, en fait, il s'avère que ils ont construit un hôpital dans un bâtiment en une dizaine de jours qui peut accueillir. Il y a déjà 500 lits de prêt pour commencer. Vous savez que je suis mulhousien d'origine et j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé sur le secteur. J'ai une partie de ma famille, hein, et beaucoup de clients d'ailleurs en Alsace. On reste attaché, l'Alsace, on ne s'en défait pas comme ça. Euh, on a été capable de construire un hôpital militaire de quelques dizaines de lits. Alors le nombre exact, peut-être quelqu'un pourra nous le confirmer, en un peu plus d'une dizaine de jours. En Chine, ils ont construit un hôpital de plusieurs milliers de lits. En Angleterre, plusieurs centaines. Ils sont prêts à aller en quelques semaines, en 2 semaines, jusqu'à 4000 lits. Et en France, on patauge. Je l'évoquais aussi, on patauge d'un point de vue industriel dans notre capacité de nous transformer. Là où Dyson est prêt à produire d'ores et déjà, les industriels sont en train d'organiser un consortium. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que la temporalité, hein, il datait quand cet article? On doit avoir une date quelque part. Bon, peu importe, il a fallu plus d'une dizaine de jours, il a été livré un petit peu en retard. Nous, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que on va quand même aussi subir les conséquences des décisions politiques. Voilà. Alors, l'Allemagne a décidé de mettre en place euh, mi-mars, hein, l'artillerie lourde, comme l'a surnommé la presse, toute une série de mesures pour soutenir l'économie, les entreprises. Bon, article paru aujourd'hui, c'est tout frais. Bon, c'est fait. Voilà, les entreprises ont touché l'argent. Les amis, c'est au moins 9000 euros d'aide de la part de l'État. Et dans certaines régions, vous savez que c'est un peu différent chez nous. Les régions qui sont comme à Berlin. Berlin, c'est une ville-État. À Bonn, c'est plus de 50 milliards d'euros. Et non seulement il y a la déclaration est rapide, elle se fait sur Internet. Pas de justificatif, pas de condition de tu as perdu 70, 50% de ton chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Tout le monde est concerné. Et au plus tard, 3 jours après, l'argent est sur le compte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains se préparent à sortir moins affectés et plus prêts à rebondir que d'autres. Voilà. Et ça, malheureusement, nous allons devoir en France devoir l'assumer. Autre chose que je voulais vous partager, qui n'est pas une news, mais SimilarWeb, qui est un outil très réputé dans l'analyse Internet, vient de sortir quelques indicateurs avec l'évolution sur les 28 derniers jours d'un certain nombre de sites et également des données par secteur d'activité. Donc, vous voyez, par exemple, que tout ce qui concerne les compagnies aériennes, les requêtes sur Internet, les trafics des sites web des compagnies aériennes ont chuté de 33%, ce qui n'augure pas un rebond rapide, parce que si on ne va pas sur Internet pour réserver un vol, on ne peut pas partir. Tout ce qui est hôtel et accommodation, excursion, etc., 26%. Location de voiture, 23%.
la santé, légère progression. News et médias, alors qu'on aurait pu penser que les gens allaient se ruer encore plus que d'habitude, et on se rend compte que c'est similaire, hein, c'est assez flat. Les gens ne consomment pas plus de news que d'habitude. C'est assez surprenant. E-commerce, bah, il n'y a pas un bond fantastique. Une augmentation pour tout ce qui est livraison à domicile, la restauration à domicile, livraison à domicile. Et les réseaux sociaux, pas plus d'activité, là encore une fois. Donc c'est assez intéressant. Que font les gens? On se le demande. Sont-ils en train de se transformer, d'apprendre et de se préparer à mieux à relever les défis? Donc c'est un lien que je vous mets dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ensuite, alors ça j'ai trouvé assez cocasse et assez intéressant d'un point de vue, je dirais, dans l'organisation du commerce international. Donc la France a commandé des masques, voilà, mais sur le tarmac, les masques ont été rachetés par les Américains. Tiens, voilà, l'avion il était là, il allait partir pour la France, mais il y a un Américain, il était là, il avait l'argent en cash, une valise, hein, le cash, il a donné le cash, il est parti avec les masques. Voilà. Bon, la France a fait la même chose à l'Espagne et l'Italie, hein. Bon, donc ça veut dire quoi? Que ben, le fair play, ça n'existe plus. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Demain est un autre jour, sans foi ni loi. Pour la petite histoire, les Américains ont payé 3 fois le prix en cash. Et j'écoutais une interview d'un médecin particulièrement concerné par le sujet. Il disait que la problématique en France, c'est que les hôpitaux et les administrations ne peuvent payer qu'en 3 fois, ce qui pose problème dans le contexte actuel où tout le monde se rue sur la marchandise et où certains sont prêts à payer 3 fois le prix en cash. Voilà. Donc, être en guerre, oui, mais si on y va la fleur au fusil et avec des munitions en plastique, c'est perdu d'avance. Pour finir, dernière petite news. Voilà, quelques chiffres pour résumer le choc économique mondial. Alors, tous les médias ont repris cette news. La croissance allemande en chute de 5%. Ça, c'est très, très mauvais signe pour l'Europe parce que là, si l'Allemagne est malade, tous les pays de l'Est vont le subir significativement. Marché automobile français en chute libre, 72%. Donc, il faut savoir que le marché automobile était déjà moribond avec une chute significative des ventes en Asie, qui était encore le marché porteur. Le prix du baril divisé par 3. Les amis, quand vous allez faire le plein, regardez bien si le prix a été divisé par 3. Eh bien non. Certains ont toujours des marges indécentes et des taxes abusives. Et il faudra au moins 5 000 milliards à court terme. La première vague, à court terme, 5 000 milliards pour sauver l'économie mondiale. J'évoquais tout au début de cette crise sanitaire, avant qu'il y ait le confinement, dans certains postes, que le réel danger n'était pas la crise sanitaire, les morts que nous allons connaître dues au Covid-19, mais à ses conséquences. Et la crise économique, aujourd'hui, c'est déjà 8,3 millions de personnes dans la pauvreté. Dans certaines régions du monde, ça va être tout simplement dramatique, une hécatombe, et très certainement avec des dommages collatéraux très supérieurs aux morts directes du Covid-19. La petite bonne nouvelle du jour, c'est que certains s'en tirent plutôt bien. Zoom, une des entreprises de sociétés éditrices d'outils de visioconférence,
a vu son cours de bourse plus que doubler en quelques jours. La base utilisateur, ça a explosé, hein, une adoption inédite. Et j'en discutais avec certains collègues, confrères et partenaires. Je disais, en 10 ans, on n'a pas fait mieux en adoption que le Covid-19. Et surtout Amazon qui recrute 100 000 personnes aux États-Unis, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça prouve déjà aussi, confirme une tendance, une accélération de tout ce qui permettra la dématérialisation des rapports sociaux. Et je pense que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée. Et la vente à distance ne sera que davantage dans dans je dirais un contexte favorable, voilà. Alors que toutes les activités historiques, je pense, vont particulièrement souffrir. Plan d'action, phase 1, pas vraiment de changement depuis hier. J'ai eu quelques échanges avec certains d'entre vous et j'ai prévu d'avancer tranquillement ce week-end. La pensée du jour, comment ne pas s'isoler, hein, alors même si alors certains sont peut-être indépendants, d'autres, vous avez des équipes. Comment ne pas s'isoler. Jonathan l'évoquait, garder le lien au quotidien, mais comment aussi ne pas avoir cette envie de s'isoler parce que vous êtes peut-être confiné H24 avec votre conjoint, vos enfants, vous êtes dans une situation inédite et vous avez pris l'habitude aussi peut-être d'avoir des moments à vous pour vous retrouver simplement avec vous-même dans votre processus créatif. Donc, comment ne pas s'isoler? euh, euh, je dirais, il y a cette double perspective, hein, d'être contraint à l'isolement et de garder le contact, et en même temps la nécessité d'avoir des moments à vous. Euh, c'est quelque chose que nous avons tous à expérimenter dans cette expérience, dans ce moment opportun. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est une question qu'aujourd'hui je vous partage, mais pour laquelle j'ai pas de vraie réponse, hein. Je suis ouvert à toute suggestion. Je vous la partage parce que ces derniers jours, plusieurs chefs d'entreprise avec lesquels j'ai échangé m'ont dit oui, mais tu sais Laurent, mais comment comment on peut faire? On peut résister pour ne pas finir par s'isoler parce que c'est quelque chose comme la peur qui ça nous coupe, hein, de l'habitude de boire le café avec les collègues, avec son associé, de se retrouver le soir. Là, c'est différent. Comment agir? Comment garder l'habitude? Parce qu'on a aussi d'autres contraintes. Organiser le ravitaillement, c'est plus compliqué. Euh, donc comment? Je n'ai pas de solution. Je suis ouvert à toute suggestion. Je voulais juste vous partager ce soir cette interrogation et surtout vous dire que l'on ait besoin de s'isoler ou que l'on se sente isolé, il n'y a pas de bonne attitude, je pense, dans la situation. Hein, faut le vivre comme une expérience. Il n'y a rien de définitif. Jonathan le disait, ça évolue au jour le jour. C'est pour ça que je vous ai invité à ce qu'on se retrouve tous les jours. Euh, Accepter les émotions que tout ça génère. C'est une nouvelle part de vous-même qui se révèle à vous. Et je suis persuadé elle est particulièrement intéressante. Euh, il est particulièrement intéressant de l'explorer. Merci. L'état d'esprit, oser choisir ses clients, même en période de cataclysme économique. Donc ça va être court. Moi, je le dis souvent, je choisis mes clients. Voilà, je choisis mes clients et je préfère réduire, limiter mon développement, le développement de mon entreprise, mais garder le contrôle sur le choix de mes clients. Euh, à la fois, je dirais, dans leur typologie. J'ai travaillé pour des grands groupes et j'ai décidé que dorénavant, non, c'est fini, parce qu'on ne partage pas la même vision du monde, la même logique, on ne met pas la même intention dans le business. Donc j'ai définitivement renoncé à travailler pour ces grands groupes. Et surtout,
je souhaite avant tout, Jonathan le disait, c'est une relation humaine, donc qu'il y ait un respect mutuel, même si de temps en temps nous avons des points de vue totalement et une vision du monde totalement différents avec mes clients. Il y a un respect de ce qu'est l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. Et j'ai l'habitude régulièrement de faire un nettoyage de printemps de mes clients. Certains en les invitant à trouver un autre prestataire, certains en les accompagnant à être beaucoup plus autonomes pour qu'ils aient moins recours à mes services, parce que ça fait partie aussi du cycle de vie d'une entreprise qui suit aussi votre évolution personnelle dans la durée. Il est difficile, hein, c'est comme un couple ou l'amitié, c'est difficile d'entretenir parfois une relation sur 5, 10, 20 ans. On va avoir des intérêts, une vision du monde divergente, ce qui fait que ça fonctionne moins bien. Donc, je préfère anticiper ces situations plutôt que de les subir. Voilà. J'avais un très gros client et à qui j'ai pris la décision l'an dernier de cesser. Ça a été une imputation importante de mon chiffre d'affaires, mais j'étais prêt à l'assumer parce que je n'étais plus en phase avec les dirigeants et surtout que je sentais, alors ceux qui me connaissent, une pratique, savent que je pensais qu'une crise économique majeure était beaucoup plus probable qu'incertaine. Je ne savais pas quel allait être le facteur déclenchant et quand je pensais que c'était très proche. Bon, ben, le Covid nous a tous surpris. Ça déclenche ce qui devait inéluctablement arriver, hein. Le cataclysme économique n'est pas la conséquence du Covid, mais c'est juste un révélateur et un accélérateur de ce qui devait se réaliser, à mes yeux. Donc, je m'y préparais et dans ce cadre-là, j'avais décidé de limiter le risque. Parce que lorsqu'un client pèse trop lourd dans votre chiffre d'affaires, s'il il tousse, vous risquez probablement d'avoir une grippe sévère. Si les délais de paiement s'allongent, vous allez devoir aussi l'assumer. Et au-delà de ça, euh, faire le choix de ses clients et oser se séparer de certains clients qui nuisent à votre business parce qu'ils sont trop chronophages, parce qu'ils ne partagent pas votre manière de faire, parce qu'ils vous empêchent de vous concentrer sur d'autres choses, porte aussi préjudice à tous vos autres clients. Donc, oser choisir ses clients, c'est non seulement salvateur pour vous, aujourd'hui en période de pré-cataclysme économique, mais je dirais au long cours, mais c'est aussi respecter tous vos autres clients pour éviter que certains clients compromettent par différentes manières, hein, des délais de paiement qui se rallongent, des contestations de factures, en sortant des clous sur votre manière de faire, en vous sollicitant plus que proportionnellement plus que leurs engagements, ça porte préjudice aussi à vos autres clients. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas juste penser aux chiffres ou à la marge. Il faut aussi penser à l'impact qu'a la sélection de vos clients, et je parle bien de sélection de vos clients sur votre activité d'un point de vue global. C'était l'état d'esprit du jour. Action à mener, imaginez des offres packagées. Alors, des offres packagées, je suis dans un domaine où on vend de la prestation. Alors, très souvent, il y a prestation informatique, associé à ce qu'on appelle aussi des SS2I. Et quand on a démarré, systématiquement, il y avait un chiffrage du projet, pardon. Donc, monter une équipe, hein, les cibles, c'était des grands groupes et on collectait un certain nombre d'informations, d'éléments, de telle sorte à être en capacité à faire un chiffrage. On passait beaucoup de temps à collecter les infos et encore plus de temps à les compiler et à faire une offre. Tout le temps que vous consacrez à ça, vous ne le consacrez pas à autre chose et vous devez l'impacter dans votre prix. Je vais l'expliquer. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de simplifier votre offre et votre capacité à établir une offre.
hein. Réduire le temps nécessaire à générer l'offre. Et donc à vendre, je l'évoquais hier, il me semble, j'ai dit, il va être urgent d'entrer dans la démarche tous vendeurs, de la standardiste, si vous en avez une, à l'assistante comptable, à la comptable, au prestataire, tout le monde doit vendre. Pour que tout le monde soit en capacité de vendre, ben, il faut, pour optimiser votre force de vente, il faut standardiser vos offres, qu'elles soient compréhensibles par tous et qu'elles puissent être proposées par tous euh, dans cette démarche. Donc, c'est aussi l'occasion de faire un tri, de regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Inutile de conserver des produits, des services qui ne tournent pas. Il va falloir concentrer ses efforts sur ce qui se vend. Voilà, tout en expérimentant, hein, on l'a déjà dit. Ben, pourquoi? Parce que si vous ne redynamisez pas votre offre commerciale, vous n'allez pas sortir du lot. Jonathan le disait, je l'évoque. Je pense que le contexte concurrentiel dans tous les secteurs va être particulièrement agressif. Hein, Jonathan le disait fort intelligemment. Nouveaux acteurs sur le marché, j'imagine le pire. Tout le monde va se mettre à vendre de l'événementiel. Les concurrents sont partout, même la banque peut-être. Comment je réagis? C'est en se préparant à ces situations-là, même si elles sont hautement improbables, qu'on peut y faire face, ou en tout cas avoir les éléments nécessaires pour y faire face. Si ça se réalise, on se sera préparé. Si ça ne se réalise pas ou pas dans cette ampleur, on sera encore mieux préparé et on fera encore plus la différence. Ayez une approche disruptive, distinguez-vous de la concurrence. L'événementiel, ça se vend d'ordinaire comme ça, ben, j'invente une nouvelle manière de vendre l'événementiel. Un événement. Je vais vous donner une anecdote. J'intervenais il y a quelques années pour un réseau d'instituts de beauté et l'onglerie était un, un marché qui voulait développer, mais c'est un secteur où on vend la prestation à la minute. Hein, le standard, c'est 1 euro la minute. Coiffure esthétique, c'est 1 euro la minute. Mais la cliente, elle peut passer 20 minutes à choisir. Et je peux pas lui facturer ces 20 minutes. Donc, comment transformer ce temps d'attente en temps de choix et ne pas avoir à le supporter dans ma rentabilité, dans mon coût de production? Bon, ben, j'ai imaginé un protocole basé sur le protocole qu'avait mis en place Jean-Louis David dans la coiffure. La même chose pour choisir ce qu'on souhaite avec différentes étapes du choix, la longueur, la couleur, etc., avec un système de calque pour que la cliente, de manière autonome, transforme ce temps qu'elle passait avec l'esthéticienne, temps improductif, que tout le monde lui facturait, pour lui dire, eh ben, on peut être beaucoup plus compétitif que les autres. Parce que ce temps, on l'a transformé, ce temps d'attente improductif, on l'a transformé en temps de choix, et c'est la cliente de manière autonome qui composait, qui arrivait, qui disait, je veux ça. Voilà. C'est comme si vous arriviez chez le coiffeur avec le bouc et je veux telle frange, telle patte, tel truc, voilà. Et je passe pas 1 minute avec le coiffeur à lui expliquer. Voilà, c'est un exemple, mais c'est cette logique que vous devez adopter dans votre démarche. Aujourd'hui, vos commerciaux, vous supportez leurs coûts sur l'ensemble de ce qu'ils produisent. Et plus il est long de collecter les informations et d'établir l'offre, moins ils ont le potentiel d'établir d'offres. Plus vous êtes limité. Alors, on peut travailler un peu plus, mais mécaniquement, on est limité. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples hein, et vous montrer comment je suis passé dans mon domaine, on fait du sur-mesure systématiquement et on passe un temps énorme à chiffrer, à être en capacité juste de deviser. Donc, je dépense de l'oxygène, des cartouches, de l'énergie pour espérer pouvoir vendre. Et ça, très souvent, dans tous les domaines, il y a une phase de proposition, sauf aux offres clés en main, hein, auquel cas vous n'êtes pas concerné. Mais et encore, vous pouvez repenser vos offres. On va le voir tout à l'heure. Donc, standardiser,
de telle sorte qu'on réduise le temps avec des matrices de chiffrage, par exemple. Je vais vous en partager une, peut-être même tout de suite, pour que vous compreniez de quoi il s'agisse. Euh, euh, voilà. Vous voyez, ça, c'est par exemple la matrice, une matrice sur une prestation très 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 simple. Hein, c'est un micro-produit, la mise en place de business process avec un outil qui s'appelle Stripe dans Gmail. Bon, peu importe. J'ai décomposé toutes les étapes de mise en œuvre. Chaque étape de mise en œuvre a une durée estimative, voilà, selon un standard. Maintenant, si j'ai plusieurs process, le client, ben, c'est quoi? C'est trois. Voilà, tout, on est trois. J'ai pas à chiffrer automatiquement. Ça va me calculer mon prix de vente. Et si j'ajuste, si c'est 5, alors pour vous montrer, c'est plus simple. Voilà, je vais masquer. Hein. Si je mets 5, vous verrez que tout se met à jour. Je ne calcule rien, c'est automatique. Et ça, je l'ai sur toutes mes offres. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que je fonctionne. J'ai même extrapolé et j'ai fait des offres packagées en segmentant, en disant ben, j'ai trois typologies de clients. Et ça, je pense que ça peut s'adapter à tous les secteurs. Là, je vous révèle un secret le mieux gardé qui soit. Imaginez le scénario où ben, j'organise moi-même mon événement. Hein. Je prends l'exemple de Jonathan. Ces gens-là aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose à leur vendre, rien. Bah si, voilà. You do it yourself, tu le fais toi-même, mais je t'accompagne. Tu bénéficies de l'expertise de quelqu'un qui organise ça au quotidien. Tu peux peut-être bénéficier d'un catalogue de prestataires qui sont assurés, certifiés. Euh, vous pouvez mettre toute une palette de services pour accompagner et ne pas vendre la prestation à 100%, mais peut-être prendre 10% du budget pour l'accompagner, même l'accompagner à distance. Ensuite, il y a des gens aussi qui vont vouloir réduire le budget et plutôt que de réduire la prestation globale, ben, on va le faire ensemble. Plutôt que de perdre le client et qu'il le fasse tout seul, on va le faire ensemble et vous l'accompagnez. We do it together, on le fait ensemble. Vous bénéficiez de notre expertise. Je vous mets à disposition éventuellement des modèles de suivi, de planification, etc. Base catalogue, prestataire, sélectionné, peut-être. Et vous vous engagez dans cette démarche de co-construction. Troisième niveau de prestation, on le fait pour vous, ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais pensez aussi en termes de typologie et de strates de clients. Dans tous les domaines, il y a ceux qui vont acheter vos prestations, il y a ceux qui vont essayer de bricoler eux-mêmes. Comment vous pouvez capter une partie de ceux qui vont bricoler eux-mêmes, partie du budget, hein, et peut-être certains vont prendre conscience qu'ils ont besoin d'être au moins partiellement accompagnés. Vous ne prendrez pas 100% de la prestation, 100% de la valeur ajoutée, mais vous prendrez une partie de la valeur ajoutée. Voilà. Donc raisonnez vraiment. Alors comment ça se concrétise? Je vais vous montrer une offre. Euh, voilà, une offre sur le déploiement de Google Suite. Euh, pour vous expliquer le principe, la quasi-totalité des prestataires vont vous demander combien d'utilisateurs, combien de jours de formation, etc. Les offres sont packagées. Voilà, c'est clair, simple. Voilà. Hein. Et toutes les offres sont construites, déclinées selon ce modèle. 3 niveaux. Vous le faites tout seul, mais vous bénéficiez de l'assistance d'un expert. On le fait ensemble. C'est un transfert de compétences, un accompagnement, et vous bénéficiez aussi d'un certain nombre d'outils on le fait pour vous. Voilà. Ça m'a permis quoi? Aujourd'hui, je ne passe aucun temps à établir une offre. J'ai des offres packagées. Pourquoi raisonner comme ça? C'est aussi intéressant parce que ça va vous permettre peut-être de recomposer, de créer de nouveaux produits en mixant des offres.
Voilà, une offre combinée, ce que les Américains appellent le bundle. Du coup, vous distinguez aussi du concurrent qui n'est que en capacité d'offrir ce produit-là. Ben vous allez faire un package pour le même budget ou un peu plus, ben vous avez plus. Voilà. Cette démarche, vraiment, je vous invite à penser standardisation. Pourquoi? Parce que une présentation comme celle-ci, hein, d'expliquer qu'il y a 3 niveaux, tout le monde le comprend. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous partager mes modèles. Hein, tout le monde le comprend. Et tout le monde est en capacité de vendre l'offre. Elle est simple. Vous le faites vous-même. Vous bénéficiez de quoi? Il y a le descriptif. On le fait ensemble. On le fait pour vous. C'est simple, clair. Tout le monde peut le vendre. Voilà. Du consultant, du développeur jusqu'à la comptable. Tout le monde peut le vendre. Et plus encore qu'en interne, je l'ai évoqué, la prescription s'en trouve facilitée. Il est plus aisé pour un client de partager ce type d'offre avec une connaissance que de lui dire prends contact avec eux, ils vont organiser une réunion, tu vas leur expliquer ce qu'il faut, ils vont étudier ça, te faire un chiffrage, vous allez vous revoir et ensuite tu pourras décider. Voilà, moi quand je présente les offres, on sait tout de suite si on a le budget ou on l'a pas. Voilà, je perds pas de temps à travailler sur un potentiel projet s'il n'y a pas le budget. Voilà. Et je peux vous dire que c'est une tendance que je vais encore plus euh, engager dans les prochaines semaines. Voilà. Standardisation, offre packagée, simplification. Pourquoi? Pour pouvoir être tous vendeurs et se distinguer de la concurrence. Voilà. Si vous augmentez vos efforts de prospection, vous allez devoir toucher plus de prospects, vous allez devoir faire plus d'offres. Si chaque offre nécessite de passer un temps conséquent pour établir l'offre, vous allez avoir le goulet d'étranglement. Donc au bout d'un moment, vous allez prendre du retard à établir certaines offres et manque de peau, c'était la bonne, celle que vous pouvez signer. Si vous standardisez, la prise de décision se fait beaucoup plus vite. Voilà. Il n'y a pas de replanification, planification d'une autre réunion de présentation de l'offre. Voilà mes offres. Est-ce que ça fonctionne? Si jamais ça ne fonctionne pas, je me réserve la possibilité de faire du sur-mesure. Mais encore une fois, c'est devenu l'exception. Donc j'ai transformé ce qui était l'habitude, le sur-mesure. Je fais du prêt-à-porter avec 3 niveaux de prêt-à-porter. C'est comme si j'avais 3 gammes, hein, je dirais 3 marques, 3 positionnements différents, mais je me réserve aussi, puisqu'on a la capacité de production, de faire du sur-mesure quand j'estime que c'est nécessaire et opportun. Voilà. J'ai inversé la tendance. Du coup, je suis beaucoup plus maître de mon offre et maître de la direction que je veux prendre dans mon business. Aujourd'hui, quand vous faites des offres personnalisées, c'est la demande qui vous guide. Hein, même si vous pensez que c'est parce que vous avez créé une offre, non, c'est la demande qui va guider comment votre business évolue. Penser offre packagée, c'est reprendre aisément la main sur, je dirais, le chemin, la lignée de votre business. Donc, on fait comment? Ben pour ça, pour packager, faut un minimum d'éléments. Je parlais du time tracking. Si vous ne savez pas combien de temps il vous faut pour réaliser une prestation, ben c'est difficile d'avoir cette approche, d'avoir des matrices. Mais de commencer à adopter cette démarche vous permettra aussi de prendre compte de l'importance de savoir et effectivement combien de temps est nécessaire pour produire, quel que soit ce que vous produisiez. Hein, quand vous vous déplacez chez le client, c'est un temps de production. Voilà, considérez-le comme un temps de production. En restant simple et en testant, faut tester. Donc, je vous ai montré mes offres. Hein, alors, je pourrais vous montrer l'historique. Quand j'initie la première présentation, ben après le premier échange avec un client, j'adapte. Peut-être que j'ai surestimé le volume d'heures, peut-être que j'ai surestimé le budget. Donc j'adapte. Si je vois que ça signe tout de suite, ben, j'augmente le prix sur le suivant jusqu'à 2, 3 fois, jusqu'à ce que je trouve le prix, le bon rapport
Prise de décision. Je ne veux surtout pas que la décision soit différée. Je souhaite que la décision puisse être prise très rapidement. Voilà. Je vous livre mes secrets en toute transparence. Donc, en combinant aussi vos offres produits, vous avez peut-être une